Bonjour! Pour les chroniques du mois d'août, étant donné que j'ai passé une très grande partie de ce mois dans ma maison de famille à la campagne en Picardie, j'ai eu l'idée de vous faire découvrir un petit peu l'histoire de ma famille, l'histoire de la maison où je suis, qui a une très belle histoire. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces chroniques, ces partages qui sont peut-être un petit peu intimes, vous apprendrez à découvrir un petit peu mon histoire, mes racines. La construction d'un individu passe aussi par ses racines, par l'histoire de sa famille. L'identité d'un individu n'est pas que liée à sa famille, bien sûr. Je pense notamment aux personnes qui ont connu une enfance difficile. Je pense qu'on peut vraiment s'affranchir de tout ce qui appartient alors du transgénérationnel. Ça, c'est une autre histoire, un autre sujet. Que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Donc du côté de ma mère, ma grand-mère et mon grand-père étaient agriculteurs, et du côté de mon papa, sa mère était agricultrice, son grand-père issu d'une famille d'agriculteurs, et mon grand-père paternel a fini sa vie en tant que directeur dans un hôpital. Il a commencé en tant qu'aide-soignant, je crois, et petit à petit il a gravi les échelons. Donc, la maison où j'ai passé le mois d'août, où je suis présentement, appartient à mon père qui en a hérité de sa grande tante, je crois, donc la sœur de mon père. Et le terrain sur lequel la maison repose appartient à ma famille depuis fin des années 1700, donc ça fait un petit bout de temps. Donc là où on se trouve, on était en plein sur le territoire de démarcation des lignes ennemies lors de la Première Guerre mondiale. Donc à l'époque, tout avait été détruit. La maison n'est pas d'origine parce qu'elle a été détruite pendant la guerre, mais les fondations, elles, sont d'origine, et donc après la guerre, mes ancêtres ont reconstruit sur le terrain, sur ces fondations. Lorsque mon père en a hérité, c'était une ferme, donc il n'y avait pas de pelouse, il n'y avait que de la terre battue, et c'était une maison qui était en piteux état. À l'époque, mon père et ma mère ont pris la décision de la rénover et d'en faire leur future maison, parce qu'à l'époque, ils étaient expatriés. C'est le fruit de travail et d'investissement personnel et financier. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de cette maison, mais avant, je vais vous montrer les photos de l'époque que mes parents ont pris lorsqu'ils en ont hérité. Ils ont pris des photos pour se souvenir de ce qu'elle était lorsqu'ils l'ont eu, et vous allez voir, c'était une ferme qui payait vraiment pas de mine. Chaque été, en général, je le fais une fois par an. Lorsque je viens passer un mois ici, je vais consulter ce qu'il y a dans ce coffre. Donc ce coffre vient d'Inde. On a habité 3 ans en Inde quand j'étais petite. Dans ce meuble, il y a un trésor. Il y a près d'une centaine d'albums photos. Donc je vais vous montrer un petit peu des choses liées à l'histoire de ma famille, moi petite aussi, mes parents, etc. On allait peut-être commencer avec les photos de la maison. Donc juste avant, quand mes parents l'ont récupérée. Donc voilà, elle ressemblait à ça. Elle payait vraiment pas de mine. Les volets étaient à moitié tombants, etc. Là, c'est ma chambre. Là, c'est la chambre d'amis. Donc là, ce que l'on voit, c'est l'étage. À l'époque, quand c'était une ferme, c'était une grange à foin ici. Et là, il y a ma chambre, donc qui est maintenant bien différente, n'est-ce pas? Mes parents ont également fait construire une petite partie de la maison qu'ils ont rajouté. Je sais plus comment on appelle ça, mais... Donc sur le terrain, il y a plusieurs bâtiments indépendants. Il y a le grenier et le garage qui sont indépendants de la maison. Et il y a également un petit abri de jardin. Je ne sais pas à quoi il correspondait à l'époque, peut-être un poulailler ici. En tout cas là, c'est un ancien four à pain. Un four à pain vraiment d'origine, tout en pierre, etc. L'été, on fait des grillades ou on fait cuire des pizzas, etc. à l'intérieur. Et voilà, là c'était le chantier. Et donc là, c'est le garage avec le grenier. Le garage et le grenier juste au-dessous. Donc là, c'est une photo de l'avant du salon. Là c'est ma mère et là c'est moi qui étais en train de jouer dans le salon. Moi qui me promène dans le jardin. Il y a encore un peu de terre battue mais la pelouse commence à prendre. Là c'est l'arrière du jardin avec le puits qui est d'origine du coup. Voilà, le jardin qui a bien pris forme. Et là c'est une vue de la maison, vue de derrière. Donc voilà, là j'ai fini de vous montrer les photos de la construction de la maison. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu des photos de famille. Alors ça, c'est une photo qui est vraiment très symbolique et forte. Donc là, il y a moi et là, il y a mon papa. Mon papa, il a eu une vie pas très facile, surtout à ses débuts. Il est parti de chez lui, il avait 14 ans parce qu'il s'entendait pas très bien avec sa maman, mais très bien avec son papa. Et il est parti pour vivre par lui-même. Il a commencé sa vie, il était apprenti forgeron. Et c'est lui qui a forgé chaque clou de cette porte en bois, qui existe toujours quelque part en France. Là, c'était en juin 92, j'avais effectivement 9 ans. Voilà.
Donc ça c'est l'œuvre de mon papa, c'est son premier travail. Et donc bon, après l'histoire de mon papa, il faudrait une vidéo entière de plusieurs heures pour vous la raconter parce qu'il a fini directeur de banque à l'étranger. C'est un homme plein de ressources qui a œuvré tout au long de sa vie pour rendre sa vie encore plus magique et apporter à ma mère et moi le plus de confort et d'amour possible. Voilà. Donc dans cet album-ci, je l'ai choisi parce que il y a mon oncle, il y a ma mère, il y a ma sœur. Certains d'entre vous savent peut-être qu'elles sont décédées. Elles sont décédées à 7 mois d'intervalle. Ma mère en octobre 2010 et ma sœur en mai 2006. Donc là c'était un Noël je crois. Toute notre famille était réunie. Je sais plus quel Noël c'est, mais à mon avis ça devait être le dernier ou l'avant-dernier Noël que l'on a fêté tous ensemble. Donc là il y a moi, là il y a ma sœur, ma mère, mon oncle, le frère de ma mère et une cousine à ma mère. Là c'est ma maman qui a un fou rire, je sais plus, avec sa cousine lors de l'histoire de Noël. Elles en pouvaient plus. Là c'était ma sœur et moi. Ma sœur était une très belle femme. Là, c'est une photo de mes parents et moi. Donc, je sais pas trop de quand elle date. Je pense qu'elle date de 2 ou 3 ans avant que ma mère ne décède. Donc là, c'est à une autre époque. C'est des photos de ma sœur. Il y a une quinzaine d'années, ça, avec mon père. Il avait encore des cheveux gris. Maintenant, ils sont tout blancs. Ça, c'est une photo de ma sœur. Ma sœur était une très belle femme. Une femme très intelligente, très forte aussi. Qui a eu une enfance pas très facile parce que... donc, j'ai oublié de préciser, c'est ma demi-sœur. Mais je la considère comme ma sœur. On a le même papa, mais on a 2 mères différentes et elle a grandi avec sa maman et elle n'a pas eu une enfance très facile. Ma sœur et moi avions 20 ans d'écart, ce qui fait que je la considérais un peu comme une seconde maman, un mix entre une amie, une grande sœur et une maman. Voilà. Un jour, si vous le souhaitez, je pourrais vous parler de ma mère, de ma sœur, du deuil aussi, parce que la mort fait partie de la vie. C'est des périodes qui nous remuent forcément beaucoup, mais qui nous font aussi beaucoup grandir. J'ai plusieurs de mes amis qui m'ont suggéré que je fasse des vidéos au sujet du deuil, de la perte, etc. Et effectivement, j'ai ça en tête, mais je sais pas trop comment les articuler. Je sais que c'est aussi une thématique qui fait peur pour beaucoup. Donc voilà, si vous avez des envies ou des idées à ce sujet, mais en tout cas, le deuil, la perte d'être cher, ce n'est pas un sujet tabou pour moi, au contraire. Je trouve que c'est très important d'en parler, très important d'échanger, de dire, de reconnaître les émotions que l'on peut traverser pendant ces périodes-là. Qu'elles arrivent forcément un jour ou une autre, donc c'est bien de pouvoir en parler avant qu'elles nous arrivent. En parler sans pour autant que ce soit quelque chose de lourd, parce que perdre quelqu'un c'est aussi un hymne à l'amour. On se rend compte à quel point ces personnes-là étaient extraordinaires et que le lien qu'on avait avec elles est beau. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de notre maison, donc ça va être assez rapide parce que j'ai pas envie d'exposer sur YouTube l'intégralité de ma maison. C'est très rare passer de différentes époques, mais toutes proviennent de notre famille. Donc voilà la cuisine. On peut voir le Vitamix qui est là. Mon père et Mireille, ma belle-mère, en ont un. Mireille l'utilise beaucoup aussi, l'a adopté quand elle a vu chez moi ce que ça donnait. Ça, cette tapisserie, c'est ma maman qui l'a faite. Donc là, juste avant de rentrer dans le salon, on peut voir des tableaux qui viennent d'Inde. Donc ce sont des tableaux qui ont été faits à la main. C'est d'une finesse absolument incroyable. Il y a énormément d'objets qu'il y a dans notre maison qu'on a achetés lors de nos voyages, de notre vie en tant qu'expatriés, que l'on a trouvé aussi certains dans le désert. Les tapis aussi viennent de nos voyages. Certains reconnaîtront peut-être les nappes. Moi, je fais des photos sur ces nappes. Elles sont toutes tissées à la main. Et donc ça, c'est le salon. Je crois que quasiment tous les meubles viennent de nos voyages. C'est un meuble, un coffre qui vient d'Inde. Des chaises, des statues, une statue de Ganesh qui était mon dieu préféré quand j'habitais en Inde. Donc là il y a plein de fossiles etc. qui viennent quand on habitait dans le désert. Le pays du Moyen-Orient dans lequel on a vécu, c'est un pays où à l'époque où on a vécu, donc jusqu'en 98, n'avait pas été fouillé par les archéologues. Les ressources du pays étaient plutôt consacrées à creuser pour trouver du pétrole. On a eu la chance extraordinaire de pouvoir faire des fouilles. Donc tout ça c'est issu de fouilles, des roses, des sables, des coquillages fossilisés. Alors là c'est Mireille. Tout à l'heure je vous ai montré des photos de ma famille et Mireille fait maintenant partie intégrante de la famille. C'est ma belle-mère et voilà, je vous avais pas montré de photos parce que il y en avait pas dans le coffre. Et là c'est une photo de Mireille avec qui je m'entends merveilleusement bien. Je suis très heureuse qu'elle soit arrivée dans notre vie. Donc là c'est une photo d'une de nos escapades au Moyen-Orient dans le désert où on est tombé en panne. Là c'est mon papa et là c'est Bernard qui est l'ancien ami de Mireille. Bernard et Mireille étaient des amis à mes parents. On s'est rencontrés au Moyen-Orient et Bernard et ma mère sont décédés du même
même cancer, à 1 an ou 1 an et demi d'intervalle. Voilà. Cette statuette de Bouddha me fait penser que j'ai écrit un article en fait sur ma maison de famille il y a 3 ou 4 ans de cela. Et c'est un article qui est assez court et qui est écrit un peu sous forme poétique. Je dis pas énormément de choses sur ma maison de famille. Je parle plutôt de mon lien émotionnel que j'ai avec. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc ça, c'est une porte-fenêtre que l'on peut ouvrir, mais que nous on accroche au mur et on s'en sert un peu comme un tableau. Tout a été sculpté à la main. Pour la deuxième chronique du mois d'août, j'ai envie de vous montrer un bout de ma Picardie, la manière dont je vois et vis la Picardie. Pour moi, la Picardie, c'est rattaché à mes grandes vacances. Même si j'ai grandi en tant qu'expatriée, c'est là, avec ma mère et mon père, où l'on venait passer tous nos étés. Donc pour moi, la Picardie, c'est avant tout un moment de repos, de ressourcement. Mes souvenirs d'enfance, de grandes vacances, c'est l'odeur de l'herbe coupée lorsque mon père tondait le gazon, couleur des champs de blé, le bruit du vent dans les arbres. Et c'est également là où j'ai été au lycée. Donc je suis rentrée le 21 juin 1998. Je me souviens comme si c'était hier de ce jour. On a atterri à l'aube en France avec ma mère. Mon père était encore au Moyen-Orient pour 2 mois pour finir son travail. Et c'était un moment très, très fort pour moi. Ma sœur est venue me récupérer à l'aéroport vers 6h, 6h30 du matin. C'est un jour que je n'oublierai jamais. C'est un jour où ma vie a changé du tout au tout. J'ai eu envie d'utiliser le mot basculer, mais basculer souvent c'est rattaché à quelque chose de très noir, de très violent, etc. Alors ce changement a été violent, mais c'était pas quelque chose de noir ou dans le sens où j'arrivais dans une belle maison où mes parents m'aimaient, où j'avais plein de jolies choses qui m'attendaient, mais ça n'empêche que ça a été très violent pour moi. D'un point de vue culturel, j'ai pas mal parlé de cette période lors de la première interview à laquelle j'ai répondu sous forme de podcast. Si vous l'avez écouté, vous avez pu voir à quel point ça a été une période qui a été délicate pour moi sur pas mal de plans, autant sur scolaire, j'ai redoublé ma seconde, qu'au niveau familial, qu'au niveau culturel. J'ai aussi beaucoup de beaux souvenirs rattachée au lycée. Et donc j'ai fait mes 4 années de lycée en Picardie. Et cet après-midi, je vais vous emmener à Compiègne. Compiègne qui est à peu près à une trentaine de kilomètres de la maison de mon père. Donc ce n'est pas la ville où j'ai fait mes années de lycée, mais c'est ma ville où j'ai effectué une partie de mon BTS dans l'entreprise où j'étais en alternance. Et c'est aussi dans cette ville que j'ai passé mon code de la route. Et c'est dans cette ville où chaque été, avec ma maman, on passait une journée entre filles. Je me souviens encore très très bien de la dernière journée qu'on a passée là-bas. Et dans Compiègne, j'ai envie de vous emmener notamment dans 2 endroits. Alors le premier, je le connais déjà. C'est une boutique où il y a plein d'objets en rapport avec les fées que j'aime énormément. Je crois que ça fait 15 ans que je connais cette boutique et je l'adore. Et je vais également vous emmener dans un salon de thé que je connais pas du tout. Je l'ai repéré sur internet en tapant salon de thé Compiègne. Il s'appelle Chez Célestine. Tout est fait avec des produits de saison et des produits locaux. Donc ça n'a peut-être pas l'étiquette végétarien, sain ou je ne sais pas quoi. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que même si les 3/4 du temps à la maison, je mange sain et j'aime manger sain de saison. Pour moi, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment un plaisir. De temps à autre, j'aime bien aussi découvrir de nouvelles cuisines. Et si c'est fait avec des produits de saison, de qualité et avec amour, même si c'est pas sain, je m'en fiche un peu. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to... C'est le jardin du château de Compiègne. Donc aujourd'hui on va juste visiter les jardins, on profite de la saison, il fait encore bon et chaud. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis adulte que je viens visiter le jardin
du château de Compiègne. Je me souviens y avoir été quand j'étais toute petite avec ma mère et une amie à elle. Je n'y suis pas allée depuis que je suis adulte, donc près de 20 ans je dirais. C'est une très belle découverte et je suis très heureuse de pouvoir la filmer pour mémoriser ce moment et le partager avec vous. Je me rends compte que c'est immense, donc je crois que la visite va être très longue et je m'en réjouis. Évidemment je pourrais pas tout mettre dans les chroniques, je vous mettrai ce qu'il y a de plus joli. The only thing that was for me. And I saw the angels coming down. And they said, Des petites informations au sujet du château de Compiègne que peu de personnes savent. Compiègne, on l'appelle aussi la ville impériale et tout simplement parce que chaque roi, ça a commencé avec Clovis, ensuite le roi Dagobert. Les enfants que nous sommes se souviennent peut-être de la chanson avec le roi Dagobert avec la culotte à l'envers. Ensuite, il y a eu Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Louis XVI a peu habité à Compiègne, mais Louis XIV, avec Compiègne, Fontainebleau et Versailles, était le seul endroit où il réunissait son conseil. Donc voilà pourquoi on appelle Compiègne la ville impériale. Chaque roi avait élu domicile à Paris, mais avait également une sorte de maison de campagne à Compiègne. Donc je pense ne pas avoir dit de bêtises, mais l'histoire n'étant pas mon fort, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. J'ai oublié de vous parler du salon de thé chez Célestine. C'était vraiment très bon. La propriétaire a préféré que je ne filme pas à l'intérieur pour respecter le droit à l'image de chaque client, ce que je comprends totalement. Donc je n'ai filmé que le repas et j'ai pas filmé grand chose. Au menu, il n'y avait uniquement que des bagels. Il y en avait 5, dont 3 étaient végétariens. Donc ça c'est assez chouette. J'en ai pris un aux légumes du soleil grillés et au fromage de chèvre qui était extrêmement bon. Je suis pas très bagel normalement, mais là le pain il était brioché et il était tellement moelleux et doux, c'était vraiment extra. Et en dessert il y avait plein de gâteaux extraordinaires et j'avais plus très faim, alors j'ai pris juste un petit morceau de carré au citron parce que j'avais quand même envie de manger un petit dessert avec un thé. Donc je suis plus très thé maintenant et là j'ai pris un thé blanc à la fraise et à la fraise et à la rose et qui est vraiment très bon. Donc je recommande fortement cette adresse sur Compiègne si vous êtes de passage ou que vous habitez dans la région. as the night starts falling, let my Voilà, j'espère que vous avez aimé ce partage lié à un bout de mon enfance, un bout de mon adolescence aussi. Ce partage plein de souvenirs, plein de douceur, d'amour. Je vous ai également parlé de choses peut-être un peu moins étincelant, un petit peu moins pailleté, avec notamment la perte de ma sœur et de ma maman. Comme je vous l'ai dit dans un article que j'ai publié au mois de juillet, c'est très important pour moi de continuer à rester authentique avec vous, de continuer à vous montrer des morceaux de la vie qui sont pas forcément tout blancs, tout étincelants, tout pastel, tout paillettes, mais qui sont aussi présents. Les périodes de deuil, de chagrin, de rupture, de licenciement, de changement dans la vie active. Quand on se met à son compte, c'est beaucoup de bonheur et c'est aussi souvent synonyme de difficulté, d'embûche. Je pense aussi, sans vouloir paraître prétentieuse, que c'est une de mes plus grandes forces, que de ne pas avoir peur de tout ce qui est noir, que ce soit dans ma propre vie comme dans la vie des autres. Quand j'ai des amis qui se confient à moi sur des périodes délicates de leur vie ou lorsque dans mes accompagnements en naturopathie on me fait part de choses qui peuvent paraître assez lourdes pour beaucoup, tout cela ne m'apparaît jamais comme quelque chose de négatif mais comme des opportunités à changer, à grandir, à s'enrichir. Alors oui, des fois le processus lui-même peut être difficile, peut nous secouer énormément, peut nous toucher, nous violenter, nous blesser, nous affecter, mais ça fait partie du processus du deuil, du processus de la rupture, du processus de se mettre à son compte, du processus de dépression. Parfois, une dépression peut être très bien liée à aucune des choses que je viens de dire. On a le droit de se sentir déprimé alors que dans notre vie tout semble bien aller. Et si jamais c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Et que même si on pense avoir tout pour nous et qu'on ne se sent pas bien, on a le droit de ne pas se sentir bien. On a le droit. C'est là et il faut simplement l'accepter pour pouvoir le transcender.
Donc je vais vous laisser là sur ces quelques mots. On se retrouve à Paris pour le 3e volet. Bonjour, pour la 3e chronique du mois d'août, j'ai envie d'aller visiter le musée de la poupée. Personnellement, quand j'étais enfant, je jouais pas trop à la poupée, je jouais plutôt au petit poney ainsi qu'au troll. Au Moyen-Orient où j'habitais, il y en avait énormément et j'en avais plein de toutes les tailles avec toutes les couleurs de cheveux différents, etc. Donc j'étais pas très poupée, voilà, j'étais plus petit poney. Mais ça n'empêche que j'aimais beaucoup les poupées Corol. J'aime beaucoup aussi l'histoire des jouets à travers le temps, à travers les époques, parce que les jouets ont toujours été un petit peu présents. Les enfants, à travers le temps, à travers les cultures, ont toujours eu ce monde imaginaire avec lequel ils évoluent, ils se forment aussi un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu cet univers. Et je pense aussi que ça clôturera très bien ces chroniques du mois d'août, où il y avait une ambiance familiale, une ambiance par rapport à mes racines, mon histoire, etc. C'est comme un petit fil conducteur de l'enfance, de notre enfant intérieur. Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Alors je suis rentrée du musée et j'ai adoré ma visite. J'ai vraiment adoré ma visite. Découvrir toutes ces poupées à travers le temps, les époques, les modes aussi. Les poupées Corol que vous connaissez peut-être, en tout cas c'est les 2 poupées que moi j'avais quand j'étais enfant. Sont assez récentes, elles datent des années 80 et c'est une maison française qui les a créées et qui maintenant exporte à l'international. Et j'ai été très touchée d'apprendre que ce musée a ouvert ses portes en 1994, donc du coup ça fait 23 ans, et qu'il ferme définitivement le 15 septembre. Donc normalement je vais publier cette vidéo début septembre, donc ça sera une dizaine de jours près avant la fermeture. Donc si jamais vous êtes tenté par visiter ce musée et que vous habitez Paris, vous avez jusqu'au 15 septembre pour aller le visiter. Et c'est vraiment étrange parce que ça fait bien 10 ou 12 ans que j'ai envie d'aller visiter ce musée et que je n'ai jamais pris le temps, que j'ai toujours reporté, etc. Donc ce musée a pu exister grâce à 2 personnes, je crois que c'est 2 hommes, qui se sont pris de passion pour les poupées. Et en fait c'est une collection privée. Et le musée ferme tout simplement parce qu'il y a, je sais pas, une loi qui est passée pour que certains établissements, certains musées adoptent des... comment on appelle ça? J'ai pas trop compris ce dont il s'agissait, mais en gros j'ai compris qu'il y avait une loi qui était passée et qui exigeait, si le musée restait ouvert, qu'il fasse certains travaux et ils n'ont pas les ressources financières pour réaliser ces travaux-là. Donc voilà, le musée ferme. Voilà, donc une très belle découverte. Et si vous habitez à Paris et ou que vous avez le temps avant le 15 août, allez visiter ce musée. Je vous fais des bisous et je vous envoie beaucoup de sourires et de douceur et je vous dis à dans un mois pour les chroniques du mois de septembre.